Bienvenue dans Soif de joie, le podcast où l'on passe un bon moment avec des gens qui incarnent le changement. Là où Soif de sens, c'est des interviews avec des experts tous les dimanches pour s'éduquer. Soif de joie, c'est pour se divertir, se détendre entre potes une fois par mois. Et après l'avoir interviewé l'an dernier sur ton podcast Nouvel Oeil, je suis ravi d'accueillir à nouveau mon amie Victoria Guillaumont. Salut Vic. Salut Pierre, merci de me tendre à nouveau, pas ton micro, mais pour partager ce moment ensemble. Je suis très heureuse d'être là. Je te représente en 10 secondes, tu es la créatrice donc, du podcast Nouvel Oeil où chaque semaine tu tends ton micro justement à une personne inspirante pour partager des leçons de vie à transmettre aux jeunes et aux moins jeunes aussi je pense et aider notre nouvelle génération à prendre du recul, à avoir un nouvel œil sur le monde justement. Et tu viens de publier un deuxième livre, Tu penses quoi de la vie mamie, où tu te mets à nu sur tes questionnements existentiels, de carrière, d'amour, de famille, sur comment grandir et être heureuse dans ce monde à la fois magnifique et insensé. Et donc forcément, voilà, ça me parle beaucoup. Alors c'est très dur de te mettre dans des cases ce que tu fais, mais c'est souvent plus simple pour expliquer aux gens parce que donc oui, t'es podcasteuse, autrice et conférencière sur l'engagement citoyen et la quête de sens de la génération Z. Mais voilà, Victoria, c'est un ovni à la fois dans ce qu'elle fait, des colocations éphémères, on va peut-être en parler. Là, tu reviens d'un voyage en Inde sans avion, etc. Je pense que un de ces quatre, j'interviewerai ton collègue pour en parler. Mais surtout dans ce que tu es, je trouve que tu es un ovni par ton âme d'enfant, enfin dans le sens positif, hein, par ta poésie et ton amour pour la vie. Et vous allez voir ça tout de suite. Comment Victoria est incroyable, wow. Je te mets pas du tout la pression. Oh, mais t'es adorable, merci beaucoup. En plus, c'est des choses que je pourrais tellement dire de toi, donc merci. Je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'il dit sur toi, mais merci aussi. La première séquence, une séquence un peu question mitraillette, pour te mettre dans le bain. T'as, c'est marrant, ça fait toujours faire aux gens. T'as 1 minute pour répondre à 10 questions. Ok. Est-ce que t'es prête, Victoria ? Je suis prête. Ok, c'est parti. Go. 1. Tu préfères passer 7 jours sur un voilier ou faire une coloc de 1 mois avec des inconnus ? 7 jours sur un voilier. Grandir, ça apporte plus de réponses ou plus de questions ? Plus de questions. Selon toi, à quel moment est-ce qu'on arrête de trouver une fleur jolie ? Jamais. Est-ce que des fois, t'aimerais avoir une vie plus rangée avec un CDI, un chéri, un chien, une maison pavillonnaire, au moins pour rassurer ta mamie ? Parfois, j'y pense. Est-ce que j'aimerais ? Non. Fraîchement diplômé, on t'a proposé un CDI bien payé à Paris. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Est-ce que tu as consciemment choisi de refuser une vie normale, entre guillemets ? Ce qui se passe dans ma tête, c'est une énorme intuition de « non, ne fais pas ça, tu cours vers le burn-out ». Et du coup, oui, j'ai consciemment choisi de ne pas l'accepter. Si tu prenais le CDI, ok. Il y a forcément des gens qui se posent la question, donc autant l'évacuer. Comment tu gagnes ta vie ? À travers mes différentes activités, que ce soit le podcast, les conférences, le livre, les projets, les partenariats, tout ce que je fais. Yeah. C'est quoi le militantisme doux ? C'est prôner la joie au milieu de l'urgence. Pourquoi on est plus influençable ? On est plus influençable quand on se connaît mal soi-même. Parce qu'on attend des autres et de l'extérieur qui viennent combler en nous ce qu'on n'affronte pas. Putain, mais t'es trop forte. Et on a fait une c'est interview. C'est difficile cette phrase, hein, franchement. Mais franchement, on dirait une politicienne de ouf. On a fait une première interview ensemble il y a 2 ans. En 2 ans, qu'est-ce qui a changé dans ta vision du monde ? Ah, du monde. Peut-être plus d'apaisement. Je crois que j'ai une confiance qui s'est vraiment élargie en l'avenir de la société. Bon bah voilà, ça c'était les questions mitraillettes. Et du coup, forcément, j'ai trop envie de rebondir sur la plupart des questions. Mais du coup, déjà, ça donne un peu une idée aux gens des thèmes qu'on peut aborder. Je vous invite évidemment à aller écouter la première interview où on parle beaucoup plus de ton voyage en Inde qui a changé ta vie et de ta vision du monde et de ce que tu fais sur Nouvel Oeil. Mais voilà, je vous le mettrai en description. Ouais, c'est marrant que tu répondes ça à un moment où j'ai l'impression que la plupart des gens, justement, ils sont de plus en plus flippés du monde et potentiellement à raison, hein, et que toi, tu parles justement que tu es plus apaisé qu'il y a 2 ans. Mais parce que je trouve que Tu veux qu'on commence par cette question, du coup ? Ouais. Je trouve qu'il y a, je sais pas comment toi tu le ressens, mais on est de plus en plus à comprendre que le matérialisme, ça fait pas une vie, que la lenteur et l'incarnation douce et joyeuse justement de l'écologie, ça nous apporte beaucoup de bienfaits personnels. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a une transition qui est en train de se faire, pas qu'à l'échelle de notre génération, mais vraiment mondialement parlant en fait. Et c'est ça aussi qui me donne de l'espoir après avoir fait ce voyage justement avec Johan, on en parlait tout à l'heure, mais
mais de voyager sans avion, alors presque sans avion. On a dû prendre un avion entre Oman et l'Inde. Par contre, on est rentré d'Inde sans avion. Et d'avoir traversé 19 pays en 6 mois. Et donc de se confronter à autant de cultures qui à la fois sont totalement opposées des nôtres, mais qui au final ont un petit peu les mêmes questions existentielles et de me rendre compte de l'universalité de tout ce qui nous habite. Je crois que c'est ça qui m'a profondément rassurée et donné confiance aussi en l'avenir, parce qu'en fait, on a tous envie d'amour, on a tous envie de simplicité, on a tous envie de joie, de bonheur. Et quelque part, c'est un côté rassurant de voir que oui, le monde s'effondre, que oui, tout se chamboule, que non, tout le monde n'est pas encore éveillé sur le sujet, mais que de plus en plus les consciences sont là et que des gens agissent et partout dans le monde. Donc voilà, de décloisonner ça de la France, ça m'a vraiment fait prendre conscience que c'était OK en fait. C'est tout un débat, effectivement. À quel point est-ce qu'on est dans la merde ou pas et que les problèmes augmentent plus vite que les gens prennent conscience, c'est toujours très dur d'avoir un avis global, objectif. Tant on est à la fois dans nos micro-cocons et à la fois t'as des médias qui sont biaisés et en même temps faut regarder la réalité et en même temps il y a plein de choses qu'on voit pas parce que c'est pas dans nos cercles, effectivement, comme tu le dis, à l'international. Mais ouais, de toute façon on n'aura jamais la réponse, donc mais c'est intéressant d'en parler. Après, tu vois, je crois que ce qui a changé entre le moment où tu m'avais interviewé, du coup c'était quoi, il y a 2 ans ou 3 ? Donc 2, je pense. Ouais. Et maintenant, c'est que peut-être j'ai plus fait le deuil de la société actuelle. Alors qu'avant, j'étais plus... Ouais, avant, j'étais plus dans cette idée qu'il fallait justement retenir ce qui fait nos vies aujourd'hui et essayer de sauver un petit peu cette société-là telle qu'elle est. Et là, j'ai vraiment accepté qu'en fait, le modèle de société tel qu'il est conçu aujourd'hui, il n'était pas viable et que de toute façon, il allait s'effondrer un jour ou un autre. Ah, ok, je crois que tu parlais plus au niveau individuel j'ai fait le deuil de la checklist de... mon CDI, alors ça, oui. être en couple à tel âge. Ça, je l'avais déjà fait. Ça, je l'avais déjà fait il y a 2 ans. Non, c'est plus... En fait, je pense que ce qui nous fait peur, c'est le changement. Et j'ai accepté que de toute façon, tout ce qui faisait nos vies aujourd'hui, ça allait plus être le cas. Ouais, exactement. Ouais. Et donc, ça m'a apaisée avec cette question de me dire, dans tous les cas, ça va arriver. Donc, c'est plus maintenant le compte à rebours de quand est-ce que ça arrive et personne ne sait vraiment. Et qu'est-ce qui se passe? Mais donc, moi, je trouve de l'espoir plus, voilà, de qu'est-ce qu'on construit derrière ça. Donc, c'est en partie pour ça, je pense que je me sens beaucoup plus apaisée avec la question. Tu vois, j'essaie pas, dans la force, dans l'urgence, dans la peur, dans l'anxiété, de retenir ce qui, de toute façon, est voué à s'écrouler, quoi. On s'accroche au mur d'une maison qui s'effondre, quoi. Mais tu parles beaucoup de grandir, c'est ton thème, de devenir adulte, et en même temps, du coup, je m'interrogeais, d'où l'autre question, effectivement, sur pourquoi on est plus influençable quand on se connaît soi-même. Et j'ai vraiment l'impression que forcément, on est, enfin moi le premier, par moment, ou même souvent d'ailleurs, à chercher à l'extérieur de la validation, que ce soit être rassuré par un sauveur politique ou plutôt que par un collectif, ou que de chercher les likes, de chercher une grosse voiture, enfin des trucs classiques, quoi, ou juste la validation et l'amour des autres, quoi, indirectement à travers tout ça. Et sauf que pas quand tu sais vraiment ce qui toi te rend heureux, mais du coup c'est tout un travail dans une société où on t'apprend que le regard des autres c'est hyper important, de déconstruire ça et d'apprendre à écouter. Ok, en fait, si moi ce qui me rend trop heureux, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, collectionner des cartes Pokémon, mais kiffe ta life, quoi, même si c'est mal vu par plein de gens. Mais je crois qu'il y a 2 freins à ça. Le premier, c'est qu'en fait, on nous apprend pas déjà à nous connaître. Donc c'est plus difficile après, quand on est en âge, de prendre des grandes décisions, de se dire qu'est-ce qui dépend de moi ou qu'est-ce qui dépend pas de moi. Est-ce que ce choix, il est en fonction de ce qu'on m'a dit qui serait juste pour moi, ou est-ce que c'est en fonction de ce qui est profondément juste pour moi? Et si en amont, on n'a pas fait un travail de développement personnel, j'aime pas trop ce mot, mais de recherche vraiment de qui on est et qu'est-ce qui nous plaît, c'est très difficile de savoir y répondre. Et après, il y a le regard des autres aussi. Donc bien souvent on fait les choses parce qu'on a envie d'être accepté en société, on a ce besoin de sécurité quand même qui dirige plus ou moins tous nos actes, et donc on fait les choix en fonction de ce qui sera le plus certain, de ce qui nous fera être accepté en société par les autres, et on s'autorise au final très peu à aller cultiver en soi ce qui nous plaît vraiment et à s'autoriser nos rêves parce qu'on a peur.
Et donc, c'est bien plus facile de remettre les choix déterminants dans les mains des autres, parce que quelque part, c'est une façon de pas affronter la question, de se déresponsabiliser et d'attendre que ça nous tombe dessus. Sauf que si on prend pas sa vie en main, ça nous tombera jamais dessus et on sera toujours un petit peu ballotté par la vie des autres et pas par ce qui nous anime profondément, quoi. Ouais. Après, je suis tout à fait d'accord que on est tous composés de façon différente, on a tous des personnalités différentes et donc ce qui me rend heureuse à moi, ça va pas forcément te rendre heureux à toi. Et tu vois, toi quelque part, t'as une vie qui aujourd'hui peut paraître rangée, t'as un enfant, t'es marié, t'as ton appartement et t'es très heureux. Tu vois, enfin, je te pose la question, est-ce que tu es heureux d'ailleurs? Bah, il y a les deux. En ce moment, je pense que justement, je redécouvre que c'est un peu trop rangé à mon goût. Et moi, le premier, je pense qu'un des meilleurs moyens d'apprendre à se connaître, c'est de multiplier les expériences. Et toi, t'incarnes ça super bien. Et je sais il y a une époque, enfin, moi, j'adore faire des choses pour la première fois en général. Et c'est vrai que pendant des années, j'en ai fait énormément. Et même si j'ai l'air calme et tout, je sais pas, des fois les copains ils sont là, quoi, toi t'as sauté en parachute? Et je fais, bah ouais, c'était trop bien. Et je veux pisser dessus clairement, hein, mais de tester plein de trucs comme ça, ou des voyages, ou juste ouais, lancer son podcast et et du coup, c'est marrant de voir par rapport à, parce que pour moi, il y a un vrai lien entre l'émerveillement, c'est aussi bah qu'est-ce qui, je sais pas comment dire, qu'est-ce qui crie la vie en toi, qu'est-ce qui, ouais, j'allais dire picote, je sais pas pourquoi je deviens poétique avec toi, qu'est-ce qui picote de joie à l'intérieur de toi, et d'être là, moi avec ma fille, je vois bien que il y a plein de trucs où t'es là, vraiment on s'émerveille de ça, et en fait t'es là, mais non, c'est incroyable, et pourquoi est-ce que moi j'arrive plus effectivement à m'émerveiller de ces choses-là, et en même temps je blâme pas les gens ou moi-même que bah forcément quand t'es adulte, t'as plus de responsabilités, tu dois penser aux finances, tu t'es plus conscient des problèmes du monde qu'un enfant, etc. Donc forcément, c'est plus dur de s'émerveiller. Mais là encore, c'est ça que ça m'avait fait du bien de parler avec Corinne Morel d'Arleux. Je crois que tu l'avais reçu aussi, non? Je sais plus. Oui. Non, tu m'en as parlé, mais Okay. je l'ai jamais reçu. Bah justement sur c'est pas une opposition en fait, et de naviguer à la fois entre le chaos du monde et sa beauté, et plus le monde est chaotique et dangereux, plus on a besoin de protéger ce qui est précieux justement, pour devenir ni cynique ni bah, pour le protéger tout simplement. Ouais, donc moi j'encourage. Là, je suis dans une période où j'ai envie de retester des nouvelles choses, de me remettre en. Bon, clairement, un enfant, ça te sort de ta zone de confort, mais du coup, forcément, tu restes quand même beaucoup chez toi, et ouais, de me réouvrir à d'autres zones d'inconfort. Et tu vois, je pense que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Pour moi, l'émerveillement, c'est aussi un muscle qui se travaille et tu peux très bien te poser la question, même dans une vie qui, a priori, est rangée, de te dire comment est-ce que je sors de ma zone de confort un peu chaque jour dans ce confort. Et ça peut être des micro-décisions au quotidien qui font que ta journée, elle sera différente de celle d'avant, tu vois. Et ça peut être aussi ce que tu disais tout à l'heure, d'essayer de faire des choses nouvelles. Là où souvent, quand on grandit, après, on arrête d'apprendre. On arrête de se mettre à l'épreuve en découvrant des choses qui nous sont complètement inconnues. Et tu vois, il y a cette question moi, que je me pose souvent, c'est quelle est la dernière chose que tu as faite pour la première fois? Ouais. Et ça, tu peux très bien faire des premières fois, même dans un quotidien très rangé, tu vois. C'est quoi, toi, la dernière chose que tu as fait pour la première fois? Bah là, je pensais avec ma fille, justement, on a fait un atelier manuel d'argile. Bon, c'était plus pour les bébés que pour les parents, mais du coup, c'était trop drôle de la masser avec de l'argile, bouffer l'argile. Enfin, c'est un truc assez sensoriel et d'éveil, et c'était vraiment trop chouette. Et moi, je sais que j'ai trop envie qu'elle goûte à plein de choses pour la première fois. Et bah, c'est trop cool d'avoir un enfant dans le cas, enfin, pour multiplier les premières fois. Du coup, c'est encore des nouvelles premières fois. Il y a des choses que tu as déjà faites que tu vas refaire pour la première fois, et des trucs que j'aurais jamais fait, genre un atelier d'argile pour adultes. Je sais même pas si ça existe. Enfin, ça doit exister, mais voilà. Et donc ouais, ça c'était trop chouette. Et toi? À part faire le tour du monde quasiment sans avion. Ça, tu vois, oui, rentrer d'Inde sans avion, c'est un tout petit changement dans le quotidien, tu vois. Mais tu vois, on est rentré déjà il y a 3 mois. Là, je cherchais quelque chose de plus récent.
C'était pas pour la première fois, mais là, tu vois, pas plus tard qu'hier, du coup, je bivouaquais dans les Pyrénées. Je suis partie, c'était un week-end avec une tante, et c'est pas la première fois que je fais ça, mais ça reste des choses qui te sortent de ta zone de confort, tu vois. Et en fait, en 2 jours, j'ai coupé le téléphone. Il faisait pas beau du tout. On a eu plein de pluie, mais on était sous notre tente, un peu à la débrouille. Tu retouches à cet état sauvage et ça décuple le temps, en fait. Juste de sortir de ton quotidien avec une tente et d'aller en pleine nature. Tu coupes les réseaux sociaux. Bah, t'as l'impression de complètement t'extirper de ton quotidien et tu touches à une autre dimension de la réalité, quoi. Ouais. Tu vois, c'est des choses tout à fait banales que tu peux faire, qui sont accessibles à tout le monde. Donc, c'était pas une première fois, mais c'était hier, tu vois. Donc, c'est marrant parce que j'ai longtemps cru que, je pense que tu peux voyager super loin et au final être très peu challengé parce que tu restes dans un truc très, très occidental, très confortable, etc. Et du coup, moi, je disais tout le temps, je préfère, je vais dire, voyager intellectuellement, en tout cas faire des premières expériences qui vont me challenger un peu socialement, j'en sais rien, faire de la self-défense, de n'importe quoi, juste tester de faire de l'impro ou tester des trucs pour la première fois. Et hier, ce week-end là, du coup, on est parti en week-end en camping et c'est trop cool parce que mes beaux-parents ont gardé la petite. Et là, c'est là que je me suis rendu compte à quel point, géographiquement, bouger, en tout cas en ce moment, moi, ça avait un impact énormissime sur moi, à quel point, non seulement effectivement physiquement, en plus, ça fait 6 mois que je peux pas trop marcher à cause d'un problème au pied, mais surtout mentalement. Je sais pas si mon idée est très claire, mais voilà, plus t'es restreint dans un espace géographique, plus je trouve mes pensées sont restreintes aussi. Et c'est pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, mais juste de changer de cadre. Waouh, ça m'a fait Tellement. Je pensais vraiment pas que ça allait me faire autant de bien, et là c'était waouh. J'étais oui, j'en avais vraiment besoin, quoi. Mais tu vois, ça c'est pareil, souvent au fond de nous, on le sait, que ça peut nous faire du bien et qu'on en a besoin. Ouais. Et on procrastine toujours, en fait, on n'en fait pas une priorité et du coup, notre agenda, il se remplit par d'autres choses qui sont peut-être parfois moins importantes. Ouais. Mais comme ça nous demande quand même une certaine sortie de zone de confort, on attend que ça vienne à nous. Alors parfois, il suffit juste de bloquer le week-end et de dire, ce week-end, c'est mon non négociable, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve. En fait, j'y vais. Ouais. Et après, c'est vraiment un muscle, encore une fois. Je trouve que plus tu crées des micro-moments comme ça où tu sors de ta zone de confort, où tu sors un peu de ton quotidien, plus tu sens que ça te fait du bien et donc et tu vois que c'est ok en plus, tu vois que au final c'est pas la mer à boire et que c'est beaucoup plus facile après à mettre en place et ça devient presque une drogue. Moi, je sais que quasi quotidiennement maintenant j'ai besoin de petits piments comme ça dans mon quotidien qui font que je vais me ressourcer, prendre de la hauteur sur ce que je fais. Et tu vois que tout est beaucoup plus clair, limpide et lucide, même dans ta tête, quoi. Ouais. Et ça passe aussi, en tout cas moi personnellement, beaucoup par le sport. Je fais du sport tous les jours et c'est vraiment une façon de faire décanter aussi tout, juste le mouvement en fait. Vraiment le mouvement, ça met à la fois en mouvement ton corps, mais aussi tes idées, tes pensées, et il y a tout qui retrouve sa place. Alors dès que tu restes statique et dans l'immobilisme, ça fige aussi tout ce qu'il y a autour de toi. Donc, tu as beaucoup moins de recul sur les choses. C'est marrant, je me rends compte à quel point, justement, j'avais développé ce muscle de ouf et que, justement, je l'ai un peu perdu et du coup, que j'ai envie, du coup, de le Mais ça s'atrophie. Atrophie, c'est ça le mot? Ouais. Oui, ça s'atrophie très, très, très vite. T'es en train de dire que je suis atrophié, là? Non, pas du tout, mais je veux dire que c'est quand même... ça demande une certaine rigueur et une certaine discipline, et à chaque fois qu'on sort de notre zone de confort, il faut se faire parfois un petit peu violence. Et du coup, tout comme chaque habitude, on a aussi vite fait de la perdre que de la prendre. Enfin non, d'ailleurs non, on a plus vite fait de la perdre que de la prendre. Mais ça s'entretient, tu vois. Je pensais à 2 secondes à... Comme quoi, c'est pas tout à fait disparu. Enfin, je pense pas que ça disparaisse complètement, mais hier, du coup, il y avait... c'était un camping quand même très confortable, hein, mais il y avait des toboggans aquatiques et moi, j'adore ça, dont un qui faisait... En tout cas, moi, me faisait assez peur. Et du coup, finalement, j'y suis allé direct sans réfléchir avec ma chérie et j'étais trop content de l'avoir fait en 2 secondes et de pas m'être trop pris la tête. Et ça, je pense que si j'avais pas musclé pendant des années mon truc de vas-y, lance-toi, fais des trucs pour la première fois... en soi, ça représente rien, mais ne pas le faire, c'est aussi décliner ton estime de toi souvent. Enfin voilà, c'est aussi prendre confiance en soi, ton courage, etc. C'est ça. Bon, après, voilà, on est sur un podcast qui parle de changer le monde. Parler un toboggan aquatique, ça peut sembler un peu risible, mais on vous a dit ça. T'imagines-toi sur ton petit toboggan là. Ça y est, je saute de ma zone de confort.
Je t'imagine tellement. Non, mais c'est vrai que clairement, ça constitue aussi une confiance en soi, quoi. L'estime de soi, elle se forge dans ces moments où tu vas un petit peu te surpasser, faire des choses que tu n'as pas l'habitude de faire. Ouais. Et ça impacte après tous les autres aspects de ta vie, en fait. C'est un vrai cercle vertueux, quoi. Mm. Et un des indicateurs, je trouve, qui peut aider les gens qui nous écoutent, effectivement, on parlait de mieux se connaître, par rapport à ton anecdote du CDI bien payé à Paris, où en fait, toi, tu sentais que ça sonnait faux. Ça m'a vraiment touché quand je l'ai lu dans le livre, parce que j'ai vécu quelque chose de très similaire en sortant de l'école de commerce, où du coup, j'avais écrit le premier bouquin de Changer le monde en 2 heures. J'avais eu la chance de faire 2 ans de stage dans l'entrepreneuriat social, notamment chez Ashoka, une association que j'adore qui aide des entrepreneurs sociaux. Et il m'avait proposé un job. Et c'était le job de mes rêves jusqu'à il y a 6 mois avant, quoi, dans l'économie sociale et solidaire. Et le même jour où je devais répondre, en gros, il y a, je sais plus, une conférence qu'il y avait au Maroc qui me proposait de venir parler de mes bouquins. Et j'étais là, mais c'est évident que j'ai beaucoup plus envie d'une vie comme ça. Au final, d'ailleurs, ça s'est pas fait, et tant mieux pour mon empreinte carbone. À l'époque, les questions d'avion, c'était pas aussi commun. Mais c'était trop drôle de voir à quel point ce truc-là était mon rêve il y a 6 mois, et en fait, c'était devenu évident. Hein. Enfin, si on s'écoute, alors c'est pas tout le temps aussi évident, mais des fois, quand on s'écoute, c'est vraiment évident qu'il y a un truc qui crie que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, et que c'est ça qui t'apporte de la joie. Et après, rien n'est irréversible non plus, mais moi, dans mon cas, ça a toujours été évident que ouais, je préférais le chemin moins emprunté, et d'aller, je sais pas, explorer les trésors qui s'y cachent, et que demain, j'allais peut-être faire être contacté pour aller faire un truc à Marseille, à Londres, j'en sais rien. Enfin, ouais. Mais ton intuition, elle sait toujours. Après, c'est difficile de l'écouter parce que souvent, elle n'est pas rationnelle. Oui. Et c'est toujours les choix les moins visibles, où tu vois pas trop où ça va t'amener. Tu vois, t'as un peu un chemin bruyeux où t'avances dans le noir. Et donc, souvent, on l'écoute pas. On se dit, non, mais ça, c'est ok, je sens au fond de moi qu'il faut pas que je dise oui à ce CDI, mais en fait, c'est ce CDI qui m'apporte beaucoup plus de sécurité et de visibilité sur les prochaines années, donc je dis oui à ce CDI. Alors qu'au fond de toi, tu vois bien, enfin, ton corps, souvent, il parle, et tu le sens juste se poser la question de qu'est-ce que je ressens quand que ce soit un choix quelconque. Une fois que tu as pris une décision, de te poser la question de qu'est-ce que tu ressens, souvent, ça te donne Ah oui, quand tu as fini de prendre la décision, juste après, pas. c'est facile. Ouais. Tellement. Moi, je me dis souvent, pas qu'est-ce que je préfère, mais qu'est-ce que je regretterais le plus de pas avoir fait entre deux options, quoi. Ça m'aide. Ouais. Parce que j'ai pas non plus envie que, enfin voilà, je pense qu'il y a des gens aujourd'hui, être entrepreneur ou freelance, c'est vachement cool, à la mode, etc. Alors que bien sûr que c'est galère, et plus instable que le salariat. Et donc peut-être que dans vos valeurs, le salariat, c'est 1000 fois plus. Et voilà, encore une fois, l'idée, c'est pas de prôner notre mode de vie en particulier, mais plus Non. de pas faire les choses par automatisme, quoi. Non, c'est sûr, et toujours le faire en conscience. En fait, tu vois, je vois à quel point ça m'a demandé quand même beaucoup de courage d'écouter mon intuition, parce que personne enfin, je peux pas dire personne, mais c'est vrai que je sentais quand même que l'élan collectif ne m'encourageait pas à suivre mes rêves. Et donc, à cet âge où tu finis tes études, où t'as pas spécifiquement confiance en toi et que tu sais pas trop comment avancer dans la vie, de se dire, ok, là, je crois en mes rêves, même si je sais pas encore comment je vais gagner ma vie, même si tout le monde me dit que c'est complètement farfelu et que c'est pas comme ça qu'on construit une vie, d'oser malgré tout ça avancer à contre-courant, ça demande quand même une force intérieure qui, je le reconnais, n'est pas donnée à tout le monde, tu vois. Enfin, ça se construit sur le long terme. Et d'où l'importance, en fait, de mettre en avant des parcours comme les tiens, de personnes qui ont osé franchir le pas et qui sont vivantes aujourd'hui, tu vois. Personne n'est mort de... Et non, c'est une réalité virtuelle. Et du coup, au plus tu mets en avant des parcours de personnes comme ça inspirantes qui osent s'approprier leurs propres rêves, au plus tu te rends compte que c'est possible, et au plus tu oses le faire. Et ça n'a pas forcément non plus besoin d'être une lutte, quoi. Je veux dire, Non. moi, de l'extérieur, je sais pas, toi ou d'autres gens me disent que je suis courageux et que voilà, mais pour moi, ça a toujours été simple, en tout cas. Je sais pas si facile c'est le bon mot, mais c'est évident que je pense pas que je serais très épanoui dans le salariat, en tout cas moins que dans la situation où je suis actuellement. Et du coup, je suis OK avec le fait d'avoir des revenus hyper irréguliers, d'avoir eu moins d'argent pendant des années par rapport à mon niveau d'études. Enfin, ça me coûte pas tant que ça, en fait, quoi, parce que
parce que ça colle avec ce dont j'ai envie. Et du coup, si tu te connais bien et qu'il y a un chemin qui est clairement qui remplit beaucoup plus tes valeurs et tes besoins qu'un autre, c'est pas parce qu'il est différent que ça va forcément être la croix et la bannière. Après, voilà, si tu veux faire, je sais pas, un métier artistique hyper précaire et que la valeur de l'argent, c'est hyper important pour toi, oui, là, ça risque d'être compliqué. Mais ça peut être aussi fluide si ça correspond vraiment à ce que tu veux. Ouais, et puis, Ouais. tu vois, Et que t'es dans nos OK cas, je avec le pense que ça, compromis que tu choisis, quoi. c'est ça. Je pense que dans nos cas, ça nous aurait demandé plus de courage, justement, de nous conformer à un modèle de société qui ne nous correspond pas, Ah, mais que oui. d'avancer dans l'inconnu, même si on a des revenus irréguliers. Et après, c'est une question de qu'est-ce que tu priorises dans ta vie. Tu vois, moi, je suis beaucoup plus attachée à ma liberté qu'à une régularité des revenus. Et au final, je consomme très peu, j'ai pas besoin de beaucoup pour vivre, mais j'ai cette liberté d'organiser mes journées comme je le veux. Là, tu vois, il y a des conditions de surf cet après-midi, il y a du grand soleil, ben si je veux, de On voit 15h la à planche 16h, derrière me toi. dire je vais surfer. On Tu n'a vois, pas trop de doute que tu vas y aller, hein. et en fait, c'est quel luxe tu mets en avant dans ta vie? Est-ce que tu Ouais. préfères, voilà, accumuler beaucoup d'argent parce que c'est ça qui te rend heureux et qui te nourrit? Ou est-ce que c'est, être OK avec le fait que, tout est instable de toute façon et que t'as pas besoin de grand chose pour vivre, mais que ce qui compte le plus pour toi, c'est d'avoir du temps pour décanter, pour rencontrer, pour faire ce que t'aimes, pour vivre en nature. Et donc, en fait, ça reste encore une fois des questions très personnelles que la société ne pourra pas répondre à ta place. C'est vraiment toi, tu t'écris ces questions, tu prends du temps seul. Et ça, c'est un travail qui est essentiel, je pense. Ok, on passe à la deuxième séquence, ça s'appelle le génie. Le jeu des 5 secondes. Je vais te poser 2 questions. À chaque fois, tu T'aimes bien auras... les jeux? Ah oui, j'adore les jeux. Bon, c'est plus des questions-jeux, on va dire. Parce qu'on m'a pas mal dit, ouais, tu vois qu'il y a des jeux, et en fait, c'est plus des questions, et c'est un peu vrai. Mais bref, c'est un peu compliqué de faire des jeux à l'oral, sans vidéo, à distance. Bref, à chaque fois, tu n'auras que 5 secondes pour répondre, et voilà, il n'y a pas de mauvaise réponse. Le but, c'est juste de voir le premier truc qui te vient à l'esprit, ok? Ok, 5 secondes. Imagine, le génie d'Aladin apparaît et dit « Victoria, t'as 5 secondes pour me demander un vœu altruiste pour un monde meilleur. Quel est ton vœu, Vic ?» Mettre des cours de développement personnel dès l'école primaire. Ok, pourquoi? T'as dit 5 secondes. Ah là, mais tout le monde dit ça. C'est une autre question. Le jeu est en Ah, pause. Est-ce que tu peux nous expliquer? non, parce que ça rejoint ce que je disais en fait juste avant, que pour moi c'est essentiel que chaque individu prenne conscience de qui il est, de ce qui l'anime et de quelle valeur ajoutée il peut apporter au monde. Et au même Ouais, titre qu'on nous apprend les mathématiques, en fait, avant toute chose, il est essentiel d'apprendre à se connaître soi. Et dès le plus jeune âge, on est capable de répondre, au moins de réfléchir à des questions de qu'est-ce que le bonheur pour moi, qu'est-ce que ça serait réussir ma vie, qui je suis, qu'est-ce que je ressens, comment apprendre à méditer. Et en fait, c'est plein de choses qui sont rattachées au développement personnel et qui, selon moi, peuvent être appris dès le plus jeune âge et peuvent réellement transformer le monde. Donc, oui, avant de ça. nous apprendre les mathématiques, apprenons à nous connaître, nous. Ouais, je pense que parce qu'on a tous les deux je te demandais de questionner aussi, parce que des connotations négatives autour du mot développement personnel, parce qu'il y a plein de dérives, mais effectivement, quand tu développes, effectivement, ça se rapproche aussi de la philo, de l'introspection ou de l'exploration de soi, quoi, et pas forcément j'en sais rien, de dérive du développement personnel, quoi. Non, c'est pour ça que je mets le mot écologie intérieure plus quand je parle de ça. Ouais, ok, effectivement. Ok, maintenant, le génie d'Aladin, il est toujours là. Cette fois, il dit Victoria, t'as 5 secondes pour me demander un vœu égoïste cette fois. Quel est ton vœu? Prendre du temps pour soi. Je développe. Ouais. Tu trouves que tu prends pas assez de temps pour toi? Si, c'est pas que je trouve que non, c'est pour répondre à ta question C'est pour toi. un vœu égoïste. Ouais, Pour parce toi, que Victoria. souvent quand on prend du temps pour soi, on nous dit c'est égoïste. Tu prends pas un verre avec tel ami, c'est égoïste, tu penses qu'à toi. Alors qu'en fait, si là, à cet instant T, t'as envie de prendre du temps pour toi et que c'est pas juste d'aller prendre un verre avec une copine ou un copain parce que t'as besoin de te reposer, Ouais. bah, a priori, c'est un choix égoïste. Et in fine, ça ne l'est pas du tout, parce que si t'es avec la personne alors que t'es là qu'à moitié parce que tu t'es pas en forme,
mieux vaut avoir pris ce temps pour toi et t'être écouté plutôt que d'agir en fonction des autres parce que t'as peur d'être égoïste. Plein de petits détails qui font que tu cultives l'autocompassion qui, d'un regard extérieur, parfois peuvent paraître égoïstes, alors qu'en réalité, ça ne l'est pas. Au contraire, c'est une façon d'être après plus disponible au monde et plus ancré pour passer des temps de qualité avec le monde extérieur, quoi. Ouais. De toute façon, moi, j'ai beaucoup de mal avec cette notion d'opposer égoïsme et altruisme. Surtout qu'en général, égoïste, ça veut dire ton intérêt au détriment des autres, alors qu'en fait, c'est individualiste, et c'est pas mal d'être individualiste et de prendre soin de soi, etc. Et c'est justement ça, effectivement, qui te permet d'être plus solidaire, hein, parce que l'altruisme pur, hein, j'y crois pas du tout. Bien sûr que aider les autres, ça nous rend heureux, mais ouais, c'est toujours le choix des mots, je trouve, est aussi biaisé. Complet. Mais c'est une question d'équilibre, encore une fois, tu vois. Parce que t'as beaucoup de personnes, surtout dans le monde un peu militantiste, de personnes qui s'engagent pour l'écologie, qui au final s'oublient complètement pour la cause. Et qui donc vont enchaîner les manifestations, enchaîner les actions, et quitte à s'oublier soi-même. Et parce que des fois, c'est aussi ce que tu crois qu'on attend de toi, quoi. C'est ça. Mais au final, c'est pas forcément servir la cause, puisque tu renvoies une image qui est très culpabilisante et négative de l'écologie. Et c'est pour ça que je trouve ça hyper enthousiasmant et inspirant de voir des gens qui font des actions très militantes, ultra kiffées. Et voir que, en fait, il y a des gens qui sont exactement à leur place dans ces rôles-là et qui rayonnent, et du coup, ça te donne trop envie. Et que c'est pas plus l'action est radicale, plus tu vas être rabat-joie. Non, en fait, ça dépend aussi de ton caractère, de si tu es à ta place ou pas, quoi, enfin, tout simplement. Oui, encore une fois, on est tous différents. Mais tu vois, j'en parle un moment dans mon livre, et d'avoir fait le choix de pas habiter à Paris. Moi, au début, je trouvais que c'était égoïste. Je me disais, mais c'est parce que je fuis quelque part l'engagement, je fuis la vie parisienne, et j'aurai moins d'impact, et je serai pas là pour aller à tous les événements, je serai pas là pour aller à toutes les actions, je ferai moins de conférences. Donc, c'est égoïste, au vu de l'urgence climatique, de ne pas vivre à Paris pour faire avancer la cause plus rapidement. T'es la dernière personne que je vais réinviter à Paris, quoi. Mais voilà, parce qu'en fait, moi, je me serais complètement perdue dans ce combat-là, et j'aurais pas été heureuse, et donc j'aurais porté la cause, mais avec une énergie qui aurait pas été la mienne. Tu te serais éteinte. Complètement. Et au final, qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui ? C'est des gens heureux, c'est des gens qui gardent cette capacité d'émerveillement et qui embarquent avec eux des gens. Et donc, ce qui était important pour moi, c'était justement d'être près de l'océan, près de la nature, dans un environnement qui me stimule, qui me nourrit, pour porter la cause de manière beaucoup plus positive et en conscience, tu vois. Mais pour certaines personnes, ça peut être égoïste. Victoria, elle habite pas à Paris, elle vit sa petite vie à Biarritz, elle est tranquille. Et en fait... Ah ouais, on te dit ça, genre... Non, on me le dit pas. On me le dit pas, mais c'est pas un prérequis d'habiter à Paris, quoi. Ouais. On me l'a jamais dit. Je pense que c'est moi qui, dans ma tête, me disais, il y a des gens qui vont se dire, elle est lâche, elle abandonne la cause, elle ferme les yeux sur la réalité du monde, alors que pas du tout, tu vois. La séquence d'après s'appelle le jeu de l'utopie. Je vais te proposer un thème d'utopie. On est dans la fiction, on se fait plaisir. Ça n'a pas besoin d'être réaliste. Je sais pas si tu as déjà fait les ateliers de Julien 2030 Glorieuse. Et voilà, le but, c'est d'improviser, d'imaginer brique par brique à quoi ressemblerait ce monde, en ajoutant chacun de notre tour une petite phrase pour mettre une petite touche pour lui donner vie. Et voilà, et si ça part en cacahuète et si on grossit le trait, tant mieux si c'est what the fuck. Mais il est interdit de dire non, ça c'est pas réaliste, ça marche pas, je sais pas quoi. Ok. Le thème, c'est un monde où l'on prend le temps, parce que t'en parles beaucoup dans ton livre. Et donc, je commence. Déjà, il n'y aurait plus du tout de réseaux sociaux. Ou alors, un réseau social où tu dois poster du contenu qui dure au minimum 30 minutes. Genre, TikTok, ça n'existe plus. Ou mieux, je sais pas, tout le monde... du coup, pour parler, comme il n'y aurait plus de réseaux sociaux, voilà, tout le monde écrirait des livres. Il serait obligé d'aller en profondeur pour identifier vraiment son message, l'argumenter, en être fier aussi, parce que c'est un peu ton héritage par rapport à un post Instagram, etc. Quoi. Voilà, à toi. Attends, j'ai pas compris le jeu, du coup. Il faut que je... D'imaginer à quoi ça ressemblerait ce monde où l'on prend le temps, soit en rebondissant sur ce que j'ai dit, soit si tu as d'autres idées de ça ressemblerait à quoi concrètement, un monde où tout le monde prend le temps. Waouh! Ça serait un monde où tout le monde
méditerait 30 minutes le matin au réveil. Ouais. Donc, ça serait un monde où plus personne ne regarderait son téléphone au moins 2 heures avant de se réveiller, mais commencerait par un temps de méditation et d'introspection avant de commencer sa journée. Ok. Il y aura encore des téléphones ? Il y aura encore des téléphones. Ouais. Mais, allez, soyons fous, chacun n'y passerait pas plus de 30 minutes par jour. Et encore, ce serait vraiment... Oh non, j'ai pas été voir mes messages aujourd'hui, il faut que je m'en occupe. Ça serait fou, t'imagines, si on avait ce rejet du téléphone. Du coup, comme tu disais, une méditation de 30 minutes le matin, je me disais, ouais, ça se trouve, on n'aurait plus du tout même juste l'idée de timer les choses, quoi, de se dire, ok, là, notre interview, on va l'enregistrer en 1 heure, ok, ça te va, ok. Non, en fait, on ferait les choses et ça prendrait le temps que ça prendrait, et puis voilà, quoi. Ça me déstresse et ça m'apaise rien que d'imaginer, que de se dire, tu te lèves quand tu veux, ça dure le temps que tu veux. C'est clair. Et du coup, tu fais les choses beaucoup plus en conscience aussi, et t'es plus dans cette... pas en course, mais on aurait moins, tu sais, c'est comme toujours cette petite parole en arrière-pensée de « après t'as ça ». Et t'es en train de vivre quelque chose, mais en fait, tu penses déjà à ce que tu dois vivre après, okay. Et donc tu vas d'être au final un peu dans une anticipation permanente, mais tu serais complètement dans l'instant présent tout le temps. Ouais. Et je trouve que c'est tellement beau ces moments où juste t'oublies le temps. Et tu sais, on parle de ce fameux état de flow, mais c'est vraiment ça en fait. C'est des activités qui accaparent pleinement ton attention, et en fait, t'es dans le truc, quoi. Tu réfléchis plus à ce qui s'est passé après, ou à ce qui va se passer... à ce qui s'est passé avant ou à ce qui va se passer après, mais t'es vraiment dans l'activité que t'es en train de faire, et c'est des espaces où le temps s'arrête qui sont complètement magiques, quoi. Bah, surtout que vu le temps qu'on passe à psychoter de... Moi, je rumine pas tellement le passé, même si je pense qu'il y a pas mal de gens dont c'est le cas. Je suis plutôt en train de psychoter sur soit effectivement les trucs que je vais faire, soit sur l'état du monde ou je sais pas quoi. Mais juste couper ton cerveau et être dans le moment présent. Rien que ça, c'est... Je sais plus comment... Enfin oui, forcément, ça me fait penser... J'avais fait une résumé du livre, je pense que ça s'appelle Le pouvoir de l'instant présent. Là. Ouais, de Eckhart Tolle. Ouais, c'est ça. Bon, il est un peu chelou sur certains aspects, mais par contre, ouais, je trouve que dès que j'arrive à me reconnecter au présent, vraiment, c'est immédiatement de la joie parce que t'es en vie, t'es content, et encore plus avec un gosse, t'es obligé de... Tu vois bien que t'essaies de lutter et t'es là, vas-y, je suis fatigué, laisse-moi être sur mon téléphone 5 minutes pendant que tu joues et qu'on aille chez la nounou. Et en fait, tu fais 3 trucs, mais t'en fais aucun. Et alors que juste si t'es pleinement là avec elle et tu partages des trucs trop rigolos et c'est tellement... Ouais, je suis trop content d'avoir un enfant pour ça, justement, de poser ton cerveau, oublier le futur, et de toute façon, t'es obligé d'être dans le présent parce que ça pleure, ça rit, ça court partout. Enfin, ouais. Non, je pense que ça aide beaucoup, et t'es pas la première personne qui dit justement qu'avoir eu un enfant, ça l'a complètement reconnecté à cet état d'instant présent, et ça te pousse aussi à peut-être justement prioriser ce dans quoi tu donnes ton temps et ton énergie, parce que en fait t'as pas le choix, et tu te rends d'autant plus compte du temps que tu pouvais perdre avant avec des futilités qui au final n'étaient pas forcément essentielles, quoi. Mais ça peut être pareil avec un chien, un chat, enfin voilà. Je pense que c'est exactement la même chose, quoi. Le prochain jeu, c'est une expérience célèbre pour créer une connexion forte entre 2 personnes en 36 questions. C'est des questions qu'on pose rarement, qui invitent à être vulnérable, et donc ça favorise de se rapprocher, d'être plus connecté. Si ça te va, tu vas choisir 3 questions au hasard sur 3 séries de 12. Est-ce que tu peux me donner un numéro ? 2. Aimerais-tu être célèbre, et de quelle manière ? J'y réponds de suite ? Ouais. Ok. T'es tellement discipliné. Non, j'aimerais pas être célèbre parce que je crois que ça empiète sur la liberté. Moi, vraiment, la liberté, c'est le maître mot de ma vie. Et au plus t'es célèbre, au plus t'es emprisonné, je pense. Par contre, j'aspire à pouvoir faire partager ces messages d'écologie intérieure à un maximum de personnes, parce que pour moi, c'est essentiel aujourd'hui pour faire transitionner nos sociétés.
Donc j'ai envie d'avoir de l'influence, d'avoir de l'impact, mais de là à Ouais. être célèbre comme on entend la célébrité, je crois que c'est un piège. C'est vraiment un piège parce que tu peux vite te dire que t'en as jamais assez, que t'es jamais assez visible, et puis tu tombes, j'ai le sentiment, dans une roue de hamster où au final tu es complètement dépossédé de ta vie, de ton quotidien, on te reconnaît dans la rue, tu peux même plus te baigner tranquille, et pour moi c'est une prison dorée, quoi. Ouais. Par contre, avoir de l'impact, ça oui, j'y aspire. Pour moi, c'est pas la même chose. Ouais. Voilà. C'est marrant parce que Et moi, toi ? c'est un truc hyper contrasté de, effectivement, d'un côté, je trouve qu'on diabolise beaucoup la célébrité et que, bah, je sais pas, le fait d'être plus célèbre, forcément, ça te permet de vivre des expériences de ouf. C'est plus facile, je sais pas, d'interviewer des gens VIP, entre guillemets, etc. D'avoir accès à des opportunités, qu'on te propose des expériences de vie, j'en sais rien, d'écrire un livre ou d'autres choses qui peuvent être trop géniales. Et moi, je considère vraiment pas du tout que je suis célèbre. Il y a des dizaines de micro-étapes de notoriété. Voilà, c'est pas soit t'es célèbre, soit tu l'es pas. Mais moi, je sais que c'est ça que j'aime trop dans cette vie, c'est toutes les semaines ouvrir mes mails et qu'il y ait des propositions improbables. Et je suis là, mais trop bien, ok, Ouais. on va aller faire participer à une conférence là-bas. Ou juste des gens qui disent, effectivement, comme tu dis, à quel point ce que ton travail a pu les aider dans leur couple ou dans leur engagement citoyen ou dans leur travail, etc. Et du coup, par contre, ouais, deuxièmement, j'ai aussi ce rapport contradictoire, tout simplement, mais comme je pense beaucoup de gens, j'ai envie, je pense que j'en ai envie, en partie, peut-être pas autant que beaucoup de gens, mais quand même, tout en sachant que c'est effectivement, j'ai pas envie, enfin, je le sais que évidemment tu peux plus marcher dans la rue, ça doit être horrible, enfin, genre tu dois péter un câble, ça attire plein de gens qui veulent juste quelque chose de toi, que ce soit de l'argent, des services ou autre chose, et du coup t'as des relations qui sont beaucoup moins authentiques potentiellement. Et en même temps, tu vois, c'est un truc qui m'attire, et en même temps, je sais que mais comme ouais, je sais pas, on aime bien, enfin, on nous berce à ça toute la journée, donc je sais pas à quel point c'est construit, enfin, c'est influencé par les autres et la société ou pas, quoi, mais la réponse Ça courte, l'est c'est forcément. Ça l'est forcément, oui. puisque quand on est petit, on nous dit que réussir sa vie, on voit la célébrité comme un Graal, quoi. Waouh, c'est une star, il est super connu, il doit Bah, être tu gagnes super aussi heureux, il a potentiellement réussi plus sa vie. d'argent, t'as plus ouais, Voilà. d'opportunités, comme on disait, mais ouais, c'est sûr que je pense que le coût à payer est très, très élevé sur les choses très simples de la vie, mais c'est pour ça que je te rejoins Ouais. parfaitement, hein. Moi, je préférerais 1000 fois, enfin, j'ai pas envie d'être célèbre, mais j'ai envie par contre, que mon émission, elle cartonne, quoi. Je m'en fous que les gens, ils reconnaissent ma tête ou quoi, mais Ouais. par contre, ouais, j'ai envie d'influencer les gens, j'ai envie, enfin, d'avoir ouais, comme tu dis, de l'impact, et que ces messages, ils résonnent, et de pouvoir mettre en avant des gens qui rayonnent, et tout le mode de vie qui va avec, parce que ça marche bien. Du coup, bah, ça va être facile d'en vivre. Tu peux, je sais pas, embaucher des gens, tu peux faire des choses, je vais dire plus grandes, même si plus grand, c'est pas forcément mieux, mais avoir les moyens, que ce soit en troquant ou en ayant de l'argent pour, j'en sais rien moi, Après, tu organiser peux un festival, aussi. pour plein de choses, quoi. Après, je pense que du coup, tu as aussi d'autres problèmes qui se créent, qui sont j'arrive plus à choisir parce qu'en fait, j'ai tellement de propositions, d'opportunités que j'ai toujours Oui, peur de pas faire le bon choix ou de dire non à quelque chose qui au final aurait pu être cool. Donc, tu vois, tu peux aussi toujours être dans ce truc de je vis ça, mais j'aurais pu vivre ça. ouais. Bah, c'est Et toujours une question de degré, en fait. C'est pour ça que oui, je pense que forcément, même si on est des micro-personnalités publiques, plus tu t'engages publiquement, plus tu découvres très lentement, évidemment, on est très loin des années-lumière des gens vraiment connus, mais ce truc de, ok, je sais pas, il y a plein de gens qui t'écrivent en DM ou qui te sollicitent ou qui te critiquent ou peu importe, plus tu te muscles par rapport à ça. En tout cas, je veux dire, je suis pas au stade où j'aurais envie d'être, mais bien sûr que j'aurais pas envie d'être beaucoup plus haut, où là, c'est invivable. Enfin, mais Et puis je trouve ça cool, tu dis que la célébrité, ça facilite les choses quand tu as envie de lancer un projet, etc. Tu as plus de contacts, tu peux un peu avoir tout ce que tu veux, etc. Mais moi, je trouve ça bien justement d'aller chercher ce que tu veux, de t'en donner les moyens, de galérer,
tu vois, la satisfaction, elle est d'autant plus grande quand, tu vois, je réalise mon premier documentaire, j'avais jamais fait de film, je connais rien à ce monde-là. Ouais. Et en fait, je dois apprendre, je dois aller chercher les contacts. Il y a des jours où j'y crois pas, il y a des jours où j'y crois. Ça fait un petit peu des montagnes russes, mais c'est ça aussi qui te rend vivant et qui fait que quand le projet il aboutit, ça a d'autant plus de profondeur et de signification pour toi, tu vois. Ouais. Alors que sinon, si tu claques des doigts et tu veux quelque chose, tu l'as, c'est presque un caprice et enfin, j'aimerais pas au final, tu vois. Ouais. J'aimerais pas que tout soit trop simple. J'aime bien galérer. Bah, pour les gros projets, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il faut que ça parte de toi. Et du coup, forcément, plus t'es connu, plus on te propose des choses et moins, plus c'est dur du coup de savoir, ok, mais qu'est-ce que moi je veux vraiment. En plus, potentiellement, t'as une équipe autour de toi, etc. C'est pour ça aussi que j'ai pas trop envie d'embaucher des gens parce que j'ai envie de rester le plus connecté à, ok, quelles sont mes envies à moi. Mais pour tous les petits trucs autour, on va dire justement, de vivre des premières fois, bah ça, je trouve ça trop cool du coup qu'on te propose un truc à droite à gauche pour tester des nouvelles choses, quoi. Ouais, Enfin, voilà. tellement. Ok, deuxième question. Entre 1 et 12, un numéro, s'il vous plaît, Madame Vic. 12. Tu penses que ton enfance a été plus heureuse que celle de la plupart des gens? Clairement. Clairement. Je dis pas que j'ai eu une enfance facile, mais j'ai quand même eu une enfance ultra privilégiée par rapport à la majorité des gens sur Terre. Déjà, de naître en France, c'est un cadeau incroyable. Ouais. Et de grandir au milieu de la campagne, c'est le plus beau des luxes qui soit. Ça, j'en ai pris la mesure qu'une fois arrivée à Bordeaux pour le début de mes études, où en fait, j'ai compris que tout le monde ne grandissait pas à la campagne. Et à la fois, je voyais cette différence comme un poids, parce que j'avais l'impression de pas trop avoir les codes de la civilisation et de justement des apparences. Tu vois, moi j'étais hyper nature. Dès qu'il y avait un petit peu de pollution, je disais que ça sentait la pollution, ça me dérangeait, alors que pour les autres personnes c'était normal. Ouais. Donc au début, je voyais ça un petit peu comme waouh, c'est bizarre. Et en fait, c'est ce qui m'a forgé de grandir dans la nature. C'est ce qui fait ce que je fais aujourd'hui. C'est ce qui m'a transmis des valeurs. C'est ce qui c'est tout. C'est tout. Et j'ai appris aussi beaucoup la notion du travail. Mon père est agriculteur et donc dès très jeune, il me disait bon, il faut que tu viennes faire la traite avec moi ce week-end, que tu te lèves à 5h du matin un dimanche. Tu vois, au premier abord, quand je le vivais, je voyais, pour moi, c'était un enfer. Je me disais, mais je veux juste rester dans mon lit, faire comme tout le monde, commencer à sortir avec mes copines le samedi soir, aller faire les boutiques. Ouais. Et en fait, non, je devais me retrouver dans le caca des vaches à 5h du matin un dimanche. Et avec du recul, en fait, c'est la plus grande richesse que j'ai pu apprendre, quoi. De sortir justement de cette zone de confort. On y revient, mais parfois, il faut faire des choses que t'as pas forcément envie de faire et tout ne tombe pas tout cuit dans le bec, tu vois. Ouais. Donc, je pense que ça m'a beaucoup appris la résilience, l'humilité et l'importance de se donner les moyens pour ce qu'on veut faire aussi. Rapidement, ouais, bah oui, bien sûr que je pense avoir une enfance plus facile que les autres. Je sais pas comment c'était formulé exactement, mais déjà rien qu'en découvrant, pas forcément, enfin même si financièrement je t'ai favorisé, mais pas tellement sur ce plan-là, mais de découvrir le nombre de violences et de traumas qu'il peut y avoir chez plein de gens en grandissant, encore plus chez les femmes, tu te dis mais wow, j'étais tellement dans une insouciance totale et aussi par rapport au monde adulte et des fois je suis là, justement quand tu te réancres dans le présent, c'est trop cool des fois de juste mettre les sourdines sur tout le bruit du monde et je pense qu'il y a plein de trucs positifs à être un adulte, mais tous les trucs relous d'être un adulte et de revenir dans cette insouciance-là et juste d'avoir tes voisins chez qui tu vas jouer tous les jours. Dernière question, entre 1 et 12. 4. Chacun notre tour, on doit partager un truc positif chez l'autre. Je sais que ça va être dur pour toi. Mais... Donc c'est un compliment? Oui. Ouais. Oui, je veux un truc positif. Pour moi, ça serait ta capacité d'écoute. Je trouve que tu sais vraiment écouter l'autre, tu vois, et c'est hyper agréable d'être en face de quelqu'un qui vraiment, réfléchit pas à ce qu'il va dire derrière, mais qui t'écoute pour ce que tu dis et qui du coup ouvre un vrai dialogue. Donc voilà. Oh, ça me touche trop. Je suis encore plus gêné parce qu'il y a une ou deux fois où j'étais un peu coupé la parole. Non. Ah, mais trop bien. Bah, en vrai, c'est un truc dont j'avais pas confiance et que ma chérie m'a beaucoup aidé à réaliser. Mais j'aime trop. Moi, j'aime bien parler aussi, hein, on va pas se mentir. Hein, mais
Je sais pas, je trouve ça trop cool d'écouter les gens et de leur poser des questions, quoi. On apprend plus. On apprend plus en écoutant qu'en parlant. Ouais. Qu'est-ce que j'ai un truc positif, il y a plusieurs options. Je pense que le truc le plus évident, ça serait effectivement, ta poésie qui se traduit un peu de plein de manières, mais je trouve ça un peu, enfin, je pense que tout le monde le voit, chez toi qui connaît un peu ton travail. Mais ouais, je pense que moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est le fait d'être acteur de sa vie et justement ta créativité, je dirais plutôt dans toutes ces premières fois. Et je me suis beaucoup questionné sur comment créer un mode de vie justement qui réponde à plein de petits besoins de rencontrer des gens, ça a pas besoin d'être foufou, mais l'idée, par exemple, des colloques éphémères, mais je trouve ça, alors je crois pas que ce soit toi qui l'as inventé, mais de le mettre en place. Et du coup, bon, je sais pas si c'est tous les mois, mais plusieurs fois par an, tu fais un mois des colloques avec des inconnus ou des potes de potes dans des villes différentes. Et je suis là, mais waouh, je trouve ça génial, vraiment. Et du coup, pour moi, ça se décline aussi dans tes bouquins, dans votre voyage sans avion, où voilà, tu fais un truc et c'est entre guillemets nouveau parce que c'est toi en fait, et tu cherches pas à faire un truc nouveau, mais juste et du coup, c'est créatif parce que t'écoutes ce dont t'as vraiment envie, quoi. On n'a qu'une vie, alors j'essaie de de m'autoriser mes rêves. Je me dis que ça passe vite. Donc dès que j'ai une idée, je me dis pas: «Oh, on le fera dans 3 ans». Non, je me donne les moyens maintenant. En tout cas, ouais, je voulais te remercier, d'être toi, parce qu'il y a tellement de choses que tu écris, dans ton livre qui, ont beaucoup résonné en moi en le lisant. Je l'ai dit sur ton refus du CDI ou sur le conflit qu'on vit tous, entre notre âme d'enfant et le poids, souvent d'être adulte et voilà. Je trouve que ta voix est rafraîchissante Mmh. parce qu'elle est authentique tout simplement. Merci Vic pour, ce soif de joie. Merci. Merci Pierre, ça me touche tout ça. Merci beaucoup, merci à toi. Si ça vous a plu, je vous conseille donc de lire ton livre Tu penses quoi de la vie mamie, dont on a parlé en filigrane, qui est dispo partout en librairie ou sur internet. Et je vous mets le lien en description de notre première interview avec Vic, qui était géniale sur le fait de devenir adulte et son premier livre. Merci Vic, ciao tout le monde.